Oui, je vais vous parler de l'encéphalopathie associée. Alors bonjour d'abord, je suis ravi d'être parmi vous. Je vais donc vous parler de l'encéphalopathie liée au sepsis. Bien sûr qu'il y a un problème que connaissent bien les infectiologues. On sait que l'infection en direct, indépendamment de toute infection directe du système nerveux central, peut entraîner une encéphalopathie et qu'elle est aussi, celle-ci, associée à des séquelles à long terme. Alors, la dysfonction cérébrale, ce n'est pas un bon terme pour les neurologues, le cerveau ne dysfonctionne pas, mais l'encéphalopathie septique ou cette dysfonction cérébrale est fréquente, c'est plus de 50% des patients ayant un sepsis. Elle peut être révélateur d'un sepsis, c'est-à-dire qu'elle peut être le premier symptôme avant d'autres symptômes tels qu'une tachycardie ou une fièvre, et il faut y prêter attention chez certains patients. Ça peut être aussi un marqueur d'un sepsis non contrôlé, voire d'une rechute de sepsis. C'est par exemple ces patients, suite à une intervention chirurgicale, tout va bien, puis brutalement, ils deviennent, comme on dit, encéphalopathes, et ça peut être un premier marqueur d'une infection, voire d'une infection profonde, avec un lâchage de suture, par exemple, suite à une chirurgie digestive. Alors, comme toute encéphalopathie, ça s'accompagne, je le décrirai plus amplement tout à l'heure, mais par des altérations de la conscience, allant d'un simple syndrome confusionnel jusqu'à un coma. Alors c'est une entité clinique, donc elle est détectable cliniquement, mais puisque c'est une encéphalopathie, elle est associée à des anomalies électroencéphalographiques. Et l'électroencéphalogramme peut être utile, pas à confirmer le diagnostic, mais à tester la sévérité et voir, peut avoir une valeur pronostique. Alors est-ce que c'est une pathologie sévère en dehors d'être fréquente? Oui, c'est associé à une surmortalité, et plus l'altération des troubles de la conscience sont sévères, plus la mortalité est élevée, elle peut atteindre jusqu'à 60%. Et puis elle est associée à des séquelles psychologiques, à type de syndrome anxio-dépressif, voire de syndrome post-traumatique, et puis surtout à des séquelles cognitives qui peuvent être absolument majeures. Alors, quand on regarde chez les patients de réanimation les principales causes d'encéphalopathie, alors on parle de délirium pour syndrome confusionnel dans le lexique des réanimateurs, on voit que le sepsis est très provareur d'encéphalopathie, au même titre que des anomalies métaboliques, par exemple, ou la sédation ou l'arrêt. On sait que les benzodiazépines, par exemple, utilisées pour sédater les patients de réanimation, sont associées à un risque accru de délirium ou de syndrome confusionnel, voire de coma prolongé par retard de clairance. Donc on voit que le sepsis est une grande cause, alors souvent c'est associé à ces autres facteurs, une grande cause de délirium en réanimation. Pour ce qui est des anomalies électroencéphalographiques, elles n'ont rien de caractéristique. Vous prenez un électroencéphalogramme, il montre un tracé typique d'encéphalopathie, vous ne pouvez pas dire bien sûr que c'est lié à un sepsis, c'est le contexte qui dit que c'est associé à un sepsis. Alors, les anomalies sont classiques, c'est un ralentissement du tracé, c'est une prédominance des ondes delta, c'est aussi parfois une perte de la réactivité, et puis des signes graves quand même d'encéphalopathie, moins d'altération du fonctionnement cérébral avec des ondes triphasiques, des charges pseudo-périodiques et parfois même des crises d'épilepsie. Et l'électroencéphalogramme, comme je vous l'ai dit, en dehors de confirmer le diagnostic d'encéphalopathie, si vous aviez un doute cliniquement, elle peut avoir un intérêt pronostique, alors de façon simple, la perte de réactivité ou ces altérations très sévères que je vous ai décrites, notamment les ondes pseudo-périodiques, sont associées à un surcroît de mortalité. Alors, pardon, c'est bizarre, ça ne veut pas remonter. Donc, pour les facteurs de risque, est-ce que tout patient est égal devant le risque d'encéphalopathie lorsqu'on est sceptique? Non. A priori, plus on est âgé, plus on a des pathologies préexistantes, telles que la psychiatrique ou neurologique, plus on est à risque de développer une encéphalopathie. Plus aussi le sepsis est sévère, est associé à des défaillances d'organes, plus il y a un risque d'encéphalopathie. Certaines septicémies, alors moi je l'ai vu souvent sur les bactériémies à BGN, à bacilles gram négatif, mais ça peut se voir aussi dans d'autres types d'infections, plus il y a un risque d'encéphalopathie. Et puis enfin, c'est ce que font les médecins, et on sait qu'un certain nombre de prises en charge peuvent favoriser ces tableaux d'encéphalopathie. La sédation et la sédation profonde, et bien, à son arrêt, il y a un plus grand risque de développer un syndrome confusionnel ou un retard de réveil. Et puis les antibiotiques, bien sûr, que l'on donne,
et ça, il faut toujours, devant un tableau d'encéphalopathie chez un patient septique, traité par antibiotiques, il faut toujours penser à la neurotoxicité des antibiotiques et faire des dosages, mais parfois cette neurotoxicité-là n'est pas particulièrement, pas toujours liée à un surdosage. Alors la céphépime, c'est une très grande pourvoyeuse, vous le savez, d'encéphalopathie. Alors je vous ai parlé des séquelles psychologiques. Alors ne tenez pas compte des chiffres parce qu'ils ne sont pas tout à fait exacts, mais les patients de réanimation, et notamment les patients septiques, 50% d'entre eux sont à risque de développer un syndrome anxio-dépressif qui peut être sévère. Et puis, disons, un peu moins de 20%, entre 10 et 20% des patients sont à risque de développer un syndrome post-traumatique. Donc quand même des conséquences psychologiques vraiment importantes et qui ont un impact sur ce qu'on appelle sur la qualité de vie. Et ces syndromes et ces troubles psychologiques, comme les troubles cognitifs que je vous décrirai, font partie maintenant d'un syndrome que l'on décrit, que l'on a identifié ou conçu depuis quelques années, qui est le syndrome dit de post-réanimation. Donc première chose. Et la deuxième chose, vous voyez, il a été montré dans une équipe épidémiologique, je crois danoise, qu'il y avait un rapport entre le sepsis ou la fréquence des sepsis ou la fréquence d'hospitalisation pour un sepsis et le risque suicidaire. Et donc ça, c'est important parce que peut-être ces séquelles psychologiques sont liées à une altération particulière de structure cérébrale, et notamment du système limbique, qui, comme vous le savez, joue un rôle majeur dans l'émotion, et on sait que ces altérations du système limbique sont importantes dans la physiopathologie des syndromes post-traumatiques et des syndromes anxio-dépressifs et du risque suicidaire. J'en reparlerai tout à l'heure. Pour ce qui est des séquelles cognitives, alors ça c'est une étude absolument majeure publiée par une équipe de Nashville qui a clairement démontré qu'à 1 an après une hospitalisation en réanimation, et la plupart des patients étaient sceptiques, il y a un risque de développer, les patients sont à risque de développer un syndrome, un trouble cognitif, de la sévérité d'un Alzheimer modéré ou d'un traumatisme crânien modéré, avec une atteinte préférentielle des fonctions exécutives, des capacités de concentration et d'attention, et aussi du langage, et qu'il y avait un rapport de proportionnalité entre la durée du délirium, du syndrome confusionnel ou de l'encéphalopathie pendant ces jours en réanimation et l'importance des séquelles à long terme. Et là, de nouveau, ça témoigne que certaines structures cérébrales, contrôlant ces fonctions, sont particulièrement vulnérables chez les patients sceptiques, et on essaiera d'en voir les mécanismes. Alors, pour ce qu'il en est de la physiopathologie, clairement, l'encéphalopathie septique n'est pas liée à une infection directe du système nerveux central. Mais voilà, des études, notamment animales et aussi neuropathologiques, ont montré quand même qu'il y avait peut-être des débris bactériens chez les patients ou chez les souris dites, chez les souris sceptiques ayant développé des altérations cognitives. Donc, peut-être, c'est pas si clair s'il n'y a pas d'infection quand même du système nerveux central. Ça peut être un peu remis en cause, mais plus souvent, nous, on n'a aucun argument clinique ou neuroradiologique, voire PL, s'il faut la faire, mais il faut la faire, pour une infection directe du système nerveux central. Dans une étude neuropathologique que j'avais menée lorsque j'étais à Garches avec le professeur Françoise Gray, sur des autopsies de patients décédés de choc septique, on avait mis en évidence des micro-abcès dans 10% des cas. Mais plus souvent, retenez que ce n'est pas lié à une atteinte directe du système nerveux central. L'encéphalopathie et le surdosage ou la neurotoxicité des antibiotiques ou voire d'autres drogues, toujours y penser. C'est peut-être pas le sepsis, mais simplement une iatrogénie. Il faut le savoir, et voici un peu une liste des principaux traitements neurotoxiques, des principaux antibiotiques neurotoxiques. Alors pour la physiopathologie, on peut dire qu'il y a il y a 3 processus. Un processus vasculaire, à la fois micro et macrovasculaire, dit ischémique, qui va altérer donc le fonctionnement cérébral, un processus inflammatoire qui se met en jeu une altération de la barrière hémato-encéphalique, une activation endothéliale, une altération de la barrière hémato-encéphalique et une activation de la microglie. Et puis enfin, un trouble dit de la bioénergétique cellulaire qui le confine de ces 2 processus et avec toutes les altérations cellulaires et notamment in fine de la neurotransmission, parce que l'encéphalopathie est liée à une altération de la neurotransmission, de l'équilibre de la neurotransmission. Alors, pour les altérations microcirculatoires, c'est connu, ce n'est pas propre au cerveau. Lorsqu'il y a un sepsis, et encore plus un choc septique, vous avez des altérations microcirculatoires qui intéressent tous les organes, et le cerveau n'en est pas épargné.
Ça a été démontré là, si vous voyez la petite figure, la petite capillographie de la chèvre septique, nos collèges belges, et on voit quand elle devient septique, il y a une altération du lit capillaire cortical avec des altérations du métabolisme cérébral. Donc, altération de la microcirculation, et bien sûr, il y a des altérations de la macrocirculation avec ces hypotensions, ces baisses du débit cardiaque qui vont altérer, qui vont compromettre la perfusion cérébrale. Et puis, autre phénomène aussi associé, c'est la perte de l'autorégulation cérébrale, et donc le cerveau est plus vulnérable à des variations de la pression artérielle. Il suffit qu'elle chute, elle n'est pas amortie, cette chute n'est pas amortie par l'autorégulation. Alors ça a été souvent montré expérimentalement. Est-ce que chez le patient cela existe? C'est une série de prospectives menées lorsque j'étais à Garches sur les patients en choc septique qui présentaient un trouble neurologique aigu et pour lesquels on a fait une IRM. Et vous voyez, chez un certain nombre d'entre eux, chez 30%, à peu près 30% de ces patients, on a pu mettre en évidence des accidents ischémiques cérébraux absolument majeurs. Et là, vous voyez, c'est une patiente qui avait fait un choc septique, un RDS absolument sévère sur une pnéopathie, je ne me souviens plus à quel germe, compliquée d'une CIVD absolument majeure, et vous voyez l'occlusion de l'artère cérébrale moyenne est associée à une ischémie cérébrale. Cette patiente ne s'est jamais réveillée et est décédée donc de cette atteinte, cet accident multiple vasculaire. Pour ce qui est de l'atteinte inflammatoire, donc, il y a une activation endothéliale, elle est classique au cours du sepsis et du choc septique, elle intéresse tous les organes, le cerveau n'en est pas épargné. Une altération de la barrière hémato-encéphalique, le passage de médiateurs inflammatoires et de médiateurs neurotoxiques du sang de la parenchyme, une activation de la microglie, qui est le macrophage, si vous voulez, du cerveau, une cellule immunitaire absolument majeure, et qui va jouer un rôle clé dans ce processus neuro-inflammatoire. Alors, est-ce qu'on a des arguments pour une altération de la barrière hémato-encéphalique? Expérimentaux absolument multiples. Et chez l'homme, oui. Et là, c'est toujours la même série de patients. Je vous avais dit que dans 30% des cas, nous avions démontré des accidents ischémiques, mais dans d'autres 30% autres des patients, nous avions mis en évidence des altérations de la barrière hémato-encéphalique. Là, il s'agit d'un œdème vasogénique et pas cytotoxique, vraiment en rapport avec une rupture de la barrière hémato-encéphalique. Et si vous prenez le cas de la dernière patiente, la dernière IRM, c'est une patiente qui a fait, au moment de son extubation, un collapsus brutal sur une septicémie qui s'avéra pyocyanique et qui d'emblée développe un coma brutal avec une divergence oculaire. On peut faire l'IRM qui montre cet œdème vasogénique de toute la substance blanche et elle décédera non pas du cœur, du foie, du rein, etc., mais de son cerveau. Et on fera une autopsie et on mettra en évidence que le cerveau a pris 1 kg d'eau, donc ce qui est quand même absolument majeur. Donc oui, il y a des ruptures de la barrière hémato-encéphalique. Pour la microglie, je ne décrirai pas, donc du moins très rapidement, il y a une activation microgliale. Quand cette microglie est activée, elle va produire des médiateurs neurotoxiques qui vont altérer le fonctionnement neuronal. Alors ce qui est difficile avec la microglie, d'abord, c'est qu'elle varie dans différentes régions et elle peut prendre différents immunophénotypes, différents morphotypes et différents immunophénotypes. Et donc elle peut être pro-inflammatoire et anti-inflammatoire. Et souvent dans le sepsis, vous avez une phase pro-inflammatoire puis une phase anti-inflammatoire. Et le problème que l'on a, nous cliniciens, c'est qu'on n'a pas de biomarqueur de l'état dans lequel se trouve la microglie. Bien sûr, vous pouvez faire du PET scan, vous voyez bien qu'un patient septique, vous n'allez pas le mener au PET scan. Et le PET scan vous renseigne uniquement sur la morphologie, et il n'y a pas toujours une concordance entre la morphologie de la microglie et son immunophénotype. Et cela explique la faillite de beaucoup de tentatives thérapeutiques visant la microglie, faute de biomarqueurs et de savoir dans quel état est la microglie. La neurotoxie, du moins après les effets cellulaires, le neurone, comme toutes les autres cellules, vont souffrir comme dans quelque chose de classique, avec un stress oxydatif, un dysfonctionnement mitochondrial, tout ça va concourir à une insuffisance bioénergétique et une altération du fonctionnement cellulaire, et pour ce qui est du neurone, de la neurotransmission, et ça intéresse tous les neurotransmetteurs avec une perturbation de l'équilibre en neurotransmetteurs dans le cerveau, ce qui explique le syndrome confusionnel. Alors, autre chose qui peut expliquer aussi les séquelles à long terme, c'est l'atteinte axonale. Vous avez une atteinte axonale au cours du sepsis, et cette atteinte axonale peut être définitive et peut expliquer les séquelles cognitives à long terme,
comme la neuroinflammation qui peut persister aussi au cours du temps ou être réactivée très facilement et qui pourrait être un facteur de séquelles à long terme. Alors juste pour rappel aussi, le sepsis survient chez les patients n'ayant pas toujours un cerveau sain, mais chez les patients qui peuvent être cérébrolésés, c'est les patients que l'on prend en charge à l'hôpital Sainte-Anne où je travaille, et on a démontré que le fait de développer un sepsis aggrave la lésion primaire ou surajoute une charge lésionnelle et est associé à un plus mauvais pronostic. Alors, ça c'est une vision globale, c'est comme si le cerveau était uniforme, et comme vous le savez, le cerveau n'est pas uniforme, il y a différentes, selon la région, différentes fonctions sont contrôlées. Et là, c'est un peu le paradigme sur lequel on travaille depuis plusieurs années chez les patients ayant une infection. Sur la colonne de gauche, c'est les principaux syndromes cliniques. Le premier, c'est ce qu'on appelle le sickness behavior ou comportement de maladie. Le deuxième, c'est celui que je vous ai décrit, qui est l'encéphalopathie, un tableau dit pathologique. Et je vous parlerai particulièrement après d'un état que l'on rencontre en réanimation, qui est le patient profondément sédaté et qui pose des problèmes spécifiques. Mais je m'attardais un peu sur le comportement de maladie. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous connaissez, mais lorsque vous avez une infection, quelle qu'elle soit bactérienne ou virale, vous avez une réponse coordonnée du cerveau, à la fois neurovégétative, neuroendocrinienne et comportementale. Et vous avez tous éprouvé, lorsque vous aviez une infection, une grippe, vous avez envie de voir personne, vous êtes un peu anxieux, vous êtes fatigué, vous avez du mal à vous concentrer, vous ne voulez pas boire, vous ne voulez pas manger. Ça, c'est le comportement de maladie. C'est un comportement que l'on voit dans toutes les espèces animales et que certains considèrent comme un moyen de se protéger, voilà, de l'agression. Et ceci est associé à une activation et avec des axes neuroendocriniens, notamment la sécrétion de cortisol et de vasopressine, et puis aussi une activation du système adrénergique. Donc c'est ce qu'on appelle la réponse au stress. Pour qu'il y ait cette réponse coordonnée, il faut que le cerveau, parce que tout ça est contrôlé par le cerveau, soit correctement informé. Il y a deux voies d'information, une voie humorale, c'est-à-dire par le sang, et une voie nerveuse. La voie nerveuse, c'est essentiellement le nerf vague. Donc le nerf vague, c'est ceux qui informent le cerveau d'une infection, par exemple, profonde. Voilà, et en retour, ce nerf vague activé va pouvoir moduler la réponse inflammatoire locale. Et la voie humorale, le cerveau est bien constitué. Vous avez dans le cerveau des fenêtres qui sont dépourvues de barrières hémato-encéphaliques. Donc vous avez une petite grippe, vous avez produisé des médiateurs d'inflammation, et ils vont passer dans le tronc cérébral par l'area postrema, ou ils vont passer dans les centres neuroendocriniens par des petites fenêtres qui sont situées au troisième ventricule. Et ceci permet d'informer ces régions neurovégétatives du tronc cérébral, neuroendocriniennes au niveau de l'hypophyse et de l'hypothalamus, et puis aussi comportementales, donc les centres des systèmes limbiques, qu'il y a une inflammation, qu'il faut y répondre, et de manière coordonnée. C'est ce qu'on appelle le comportement de maladie. Alors, bien sûr, ce comportement de maladie, mais parfois il est un peu inapproprié dans sa réponse, par défaut ou par excès. Et je vous ai dit qu'une des grandes composantes comportementales, c'était l'anxiété. Et donc on s'est intéressé à savoir, les patients qui arrivent en réanimation, et le plus souvent pour un sepsis, est-ce que l'anxiété est associée à un mauvais devenir en termes somatiques? Et donc on a interrogé les patients, c'est une étude prospective multicentrique que l'on a faite, on a inclus plus de 310 patients, on les a interrogés au moment de la rémission sur l'anxiété. Et on a évalué l'anxiété à l'aide d'un score qui s'appelle l'ASTAI, et si elle était supérieure à 40, le patient était considéré comme ayant une anxiété modérée à sévère. Et on a cherché à ça, et puis après on les a suivis pendant 7 jours, et on a regardé s'ils développaient une nouvelle défaillance d'organes. C'était des patients non intubés, ventilés et tout à fait conscients, vigilants. Et ce qu'on a mis en évidence, c'est que plus on était anxieux, plus les patients étaient anxieux, plus ils étaient à risque de développer une défaillance d'organes. Donc c'est intéressant, c'est-à-dire prendre en compte l'anxiété, et on sait, nous cliniciens, que c'est pas facile, mais on sait que c'est un bon signe de sepsis, première chose. Mais après, on a interrogé les patients plus finement, à savoir de quoi ils avaient peur. Et la chose qui nous a vraiment interpellés, c'est que ceux qui étaient le plus associés, ceux qui étaient associés à la mortalité, c'était le sentiment de vulnérabilité, mais l'absence de peur de mourir. Donc ceux qui n'ont pas peur de mourir sont plus à risque de défaillir, de développer une défaillance d'organes. Et ça nous a beaucoup intéressés parce qu'on s'est dit peut-être que ces patients qui n'ont pas peur de mourir ne sont pas ceux qui vont solliciter leur système de défense
et sollicitants pas de façon adaptée leur système de défense. Je vous ai parlé de comment, lors d'une infection, on mobilise son système neuroendocrinien, nerveux, mais aussi son système comportemental. Et bien, peut-être qu'en percevant mal le danger, qu'on appelle l'interoception, on est peut-être moins amené à pouvoir y répondre. C'est une hypothèse. Donc on s'est dit que tout se passe dans l'amygdale, peut-être. Et l'amygdale, vous savez, c'est la tour de contrôle où tous les systèmes, tout ce qui est interoceptif, est intégré. Et c'est la tour de contrôle puisqu'elle est connectée au système nerveux autonome et elle est connectée au système neuroendocrinien. Donc c'est un travail qu'on a fait avec l'équipe de Pasteur de Pierre-Marie Desdos, Léna Bourri en tête, avec Aurélien Mazoro, modèle classique de souris septique par péritonite. Et ce qu'on a mis en évidence de façon claire, c'est qu'il y a une activation précoce amygdalienne dès 6 heures et que ces souris et que les souris septiques vont développer un syndrome post-traumatique, un comportement de peur particulier à 21 jours. Et lorsqu'on module cette activation amygdalienne précoce en l'inhibant de manière pharmacogénétique ou de manière pharmacologique, notamment avec des traitements antiépileptiques, eh bien on prévient la survenue d'un comportement de peur. Donc, très précocement, vous avez une activation amygdalienne qui joue un rôle majeur dans la réponse comportementale, mais aussi neuroendocrinienne et neurovégétative. Lorsque celle-ci est excessive, parfois même avec des crises d'épilepsie, vous avez un risque de syndrome post-traumatique chez la souris, et que sans doute une des voies de médiation de cette activation, c'est le nerf vague. C'est un travail, je ne vais pas vous le décrire, mais c'est un travail qu'on est en cours de publier, et qui montre que le nerf vague joue un rôle clé dans cette activation amygdalienne. Voilà, le nerf vague, ce n'est pas simplement un fil électrique, il a des capacités de modulation et de moduler la réponse, plus haute située. Voilà, donc je vous ai décrit un peu ce paradigme de comportement de maladie que je trouve absolument majeur, et il a été clairement montré que le comportement de maladie est associé à un risque de syndrome dépressif. Et puis de façon très rapide, c'est une autre dysfonction sur laquelle on travaille, qui est la dysfonction du tronc cérébral, chez nos patients profondément sédatés. Pourquoi? Alors on sait que les patients septiques, notamment de choc septique, peuvent être sédatés de manière prolongée, de façon pendant plus de 5 jours, des sédations profondes. Je vous ai montré que le cerveau pouvait être agressé chez ces patients septiques, mais quand ils sont profondément sédatés, on n'a pas tellement moyen de savoir s'il y a une souffrance cérébrale. Alors comme je suis neurologue, je me suis intéressé à l'examen neurologique des patients profondément sédatés. Peut-être Jonathan était là ou non, je ne sais plus. Mais voilà, et on a fait des examens neurologiques, mais des plus bêtes que l'on fait chez tout patient étant dans le coma. C'est l'étude des réflexes du tronc cérébral chez les patients profondément sédatés. Ce qu'on avait mis en évidence, c'est que la perte du réflexe de touche chez ces patients profondément sédatés est associée à une surmortalité. Et que la perte du réflexe oculocéphalogire a un retard de la veille. Et puis après, on s'est dit, nous, on est neurologues, ce serait bien de voir s'il y a une combinaison des réflexes, s'il y a un syndrome particulier du patient profondément sédaté. On a étudié plus d'une centaine, 140 patients, recueilli tous les réflexes du tronc cérébral que je vous ai décrits, et on a identifié deux syndromes, un syndrome rouge et un syndrome bleu. Un syndrome rouge que vous voyez là, c'est les réflexes sont abolis de manière harmonieuse. Soit ils sont tous présents, soit abolis ensemble. Et puis, un profil bleu, c'est hétérogène. Soit l'un est aboli, mais l'autre est présent. Donc, complètement différent. Et, comme vous le devinez, le syndrome bleu est associé à un surcroît de mortalité avec un odds ratio à 6. Donc, il y a une dysfonction très particulière du tronc cérébral. Et notre hypothèse, c'est que le syndrome bleu, le syndrome rouge, c'est l'effet sédation dépresseur. Le bleu, il y a quelque chose qui se sous-rajoute dans le tronc cérébral qui contrôle les réflexes du tronc, qui est sans doute un processus inflammatoire qui passe par cette structure que je vous ai décrite, qui est l'area postrema, venant du sang et contaminant par cette fenêtre dépourvue de barrière hémato-encéphalique les structures du tronc cérébral. Et donc on est allé plus loin, et c'est un travail qu'on a mené notamment à Garches, mais aussi dans d'autres centres, avec Eric Azabou, mais avec aussi d'autres neurophysiologistes, on s'est intéressé à une réponse du tronc cérébral qui s'appelle la P14, qui a un potentiel neurophysiologique. Et notre idée, c'était qu'un allongement de la P14, qui est généré par le tronc cérébral, par le bulbe, serait associé à une surmortalité chez les patients profondément sédatés, qu'ils soient cérébrolésés graves ou non cérébrolésés. Et la plupart de ces patients sont des patients septiques. Et ce qu'on a mis en évidence, c'est qu'une altération de la P14, c'est-à-dire un allongement de la P14, est associé à un surcroît de mortalité avec un odds ratio à 3, et quel que soit le type de population. Et puis, de nouveau, que l'abolition de certains réflexes, dont le réflexe oculocéphalogire de tout, est associé à un surcroît de mortalité,
Et puis ce qui est intéressant, c'est que l'abolition du réflexe oculocéphalogie a un retard de réveil. Et donc c'est intéressant parce que... Pourquoi l'oculocéphalogie c'est intéressant? Parce que c'est la partie haute du tronc cérébral. Vous savez, le tronc cérébral, de façon très simple, la partie basse, c'est les fonctions vitales, le cœur, la pression artérielle et la respiration. La partie haute, c'est l'éveil, c'est la substance réticulée activatrice. La toux, c'est la partie basse du tronc. La P14, c'est la partie basse du tronc. Le réflexe oculocéphalogire, c'est la partie haute, l'éveil. Et la perte de ce réflexe oculocéphalogire chez les patients sédatés, c'est un retard de réveil. Donc il y a une sorte de concordance comme ça neuroanatomique qu'on trouve très intéressant. Et donc ce n'est pas cette dysfonction du tronc cérébral, ce n'est pas uniquement chez les patients de réanimation. Nous avons tous pris en charge les patients Covid. Une étude publiée récemment en 2024 dans Brain sur de l'IRM 7 Tesla sur les patients post-Covid avec une altération inflammatoire du tronc cérébral. Et même processus de neuro-inflammatoire qu'on a connu chez nos patients Covid. Voilà, alors le traitement, il n'y a pas, je vous ai parlé de ces trois processus, on ne sait pas quoi faire sur l'ischémie, parce que contrôler à la microvascularisation, vous savez que c'est un défi depuis des décennies en réanimation. Le processus neuro-inflammatoire, fiasco, parce que pas de drogue, pas de biomarqueur, et donc on ne sait pas comment et quand cibler la neuroinflammation. Et puis dans la nature, c'est très simple, on sait que les processus sont utiles. Les processus d'agression sont utiles au processus de réparation. Donc souvent, quand on veut moduler l'agression, eh ben, on entrave la réparation ou on altère la réparation. Et ça a été clairement démontré. Et l'excytotoxicité, on ne sait pas. Donc nous on commence un essai thérapeutique sur le lévétiracétane, c'est l'étude KISS, qui a commencé, qui cherche peut-être par ses effets anti-épileptiques ou anti-pro-épileptiques, à savoir si on va réduire la mortalité. Mais ce n'est pas sûr que ceci soit efficace. Et donc, qu'est-ce qu'on fait chez un patient septique à une encéphalopathie? C'est de traiter le sepsis, le traiter au mieux, de traiter tous les facteurs d'agression cérébrale, de bien faire attention au dosage antibiotique ou à leur neurotoxicité. Voilà. Et puis après, chez ces patients qui sont plus tard sur la voie de la guérison, de la sortie de réanimation, pensez aux séquelles qu'ils vont avoir, les mettre dans un réseau de prise en charge au long cours. Et on a mis en place à l'hôpital Sainte-Anne un hôpital 2 jours dit de post-réanimation, avec une évaluation cognitive, fonctionnelle, psychiatrique, et voilà, intégrée, et bien sûr, vous pouvez nous adresser à vos patients. Je vous remercie, puis j'étais peut-être un peu long. Merci Tarek. Y a-t-il des questions dans la salle? On va mettre en commun nos filières de suivi à long terme. Oh oui, non, mais c'est avec grand plaisir. C'est toute une nouvelle spécialité qui est en train de se développer. En fait. Une question naïve d'un hygiéniste. Les troubles métaboliques ont un rôle dans tout cela? Oui. Est-ce que ça aggrave la dysnatrémie, la dysglycémie? Est-ce que ça... C'est-à-dire que globalement, chez nos patients, ils ne sont pas purement septiques. Donc quand on parle de l'encéphalopathie sepsis, il y a un peu de rein, il y a un peu de dysnatrémie, il y a un peu de, voilà, un peu de foie, il y a un peu de tout. Donc voilà. Donc ça c'est sûr. La deuxième chose qu'on avait mis en évidence avec Romain et Grit Vandenberg, c'est que le contrôle glycémique peut améliorer, diminuer la souffrance neuronale. Voilà, sur des marqueurs assez simples de souffrance neuronale apoptotique dans un modèle de souris septique. Voilà, donc oui, le contrôle septique, le contrôle glycémique, du moins l'hyperglycémie n'est pas bonne, l'hypoglycémie bien sûr, mais comme tu sais, ça ne veut pas dire que le contrôle glycémique est bon. C'est toujours la même chose, et ça on ne l'a jamais réellement démontré, par exemple chez les patients AVC, on n'a jamais démontré que le contrôle glycémique était neuroprotecteur. Oui. Muriel. Merci Tarek, c'était passionnant. Moi, l'absence de, enfin la perte de l'angoisse de mort, enfin, m'interpelle énormément. Je suis content parce que j'aimerais poursuivre sur ce. Non, mais dans d'autres situations en réanimation, sur des situations plutôt très vasculaires, non infectieuses, comme la maladie thromboembolique veineuse, enfin le P grave.
ou l'infarctus du myocarde, ils ne se trompent pas, les patients. C'est-à-dire qu'ils ont l'angoisse de mort et quand ils nous disent qu'ils ont peur de mourir, en général, ils meurent. Et donc, je me suis dit, mince, comment... Enfin, et là, c'est l'inverse que tu nous décris. Bon, ça m'interpelle juste, voilà, je ne sais pas. Moi, je suis absolument d'accord. Moi, j'ai toujours appris l'angoisse de mort du patient, l'infarctus, l'embolie pulmonaire. Alors, le sepsis, c'est différent parce que les mécanismes, il y a des mécanismes inflammatoires. Nous, on donne cette hypothèse, si tu veux, qui reste à démontrer. Mais quand même, on a eu le patient Covid. Le patient Covid, je ne sais pas si vous vous souvenez, à 50% de SAT et qui dit « super, tout va bien ». Et ce qu'on appelait l'hypoxémie heureuse. Et c'était incroyable, mais ça revient à la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment, l'intégration, la perception, l'intégration d'un signal quand même de stress, qui est une hypoxémie aussi majeure, n'est pas perçue. Et après, la réponse comportementale qui se greffe à ça et comment ils le perçoivent, voilà, ça aurait été intéressant. Mais donc, on a un modèle, et le Covid, que j'ai trouvé intéressant, qui nous a remis un peu le pied à l'étrier sur cette hypothèse de la dysfonction du tronc cérébral. C'est-à-dire qu'il y a un défaut d'intégration. Alors, il peut se situer très en amont, nerf vague. Il peut se situer au niveau du tronc cérébral, médiation, ou il peut se situer plus haut, au niveau amygdalien. Voilà. Et nous, on aimerait continuer là-dessus. Alors, tu sais, c'est faire cette étude sur faut-il interroger si les patients sur leur peur de mourir. Je peux dire que ça a été une discussion sans fin. Vous ne pouvez pas poser cette question. Mais si on a le droit, mais non, vous ne pouvez pas, c'est horrible, etc. Mais j'aimerais continuer. Je pense qu'un défaut d'interoception et un défaut de perception du danger peut concourir à, d'une certaine façon, à un défaut d'adaptation des ressources à une situation critique. Où être le témoin? Marqueur ou facteur? Marqueur ou facteur? Je ne sais pas. Merci.